progresse. Ça, c'est fait. Donc, un petit partage d'écran pour vous présenter cet atelier et puis un petit peu ce qu'on fait au CRESIT. Donc, le CRESIT, qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas encore? On est un centre de ressources technologiques qui travaillons vraiment sur tout l'aspect électronique. Donc, on est une équipe de 8 personnes, 6 ingénieurs ou docteurs en électronique et puis 2 personnes qui s'occupent de tout l'aspect événementiel, administratif, financier. Donc, dans notre activité, on a 2 grandes parties. Une partie mission d'intérêt général, l'atelier d'aujourd'hui en fait partie, avec des actions qui sont financées par la région, l'État et les fonds européens et la métropole d'Orléans. D'ailleurs, à la fin de cet atelier, vous aurez un questionnaire de satisfaction. Ça serait bien si vous pouviez le remplir, comme ça, voilà, nos financeurs seront contents et puis nous, ça nous permet aussi de savoir si c'était intéressant. Donc, avec voilà, à la fois des visites d'entreprise, des dossiers de veille techno qui sont disposés sur notre site et puis des formations. On fait également des projets pour des entreprises. On peut participer à des projets collaboratifs ou individuels. Sachant que dans nos atouts, on est ISO 9001, on est aussi COFRAC sur certains essais depuis avril de l'année dernière, donc c'est tout récent pour l'aspect mesure. Et on a aussi l'agrément Crédit Impôt Recherche et Crédit Impôt Innovation, ce qui fait que vous pouvez déduire une partie de nos prestations, enfin que vous pouvez obtenir un crédit d'impôt sur une partie de nos prestations. Voilà, donc dans les thématiques qu'on traite, il y a tous les systèmes communicants et sécurisés, d'où l'atelier d'aujourd'hui, avec différents types de techno-radiofréquences. Je ne vais pas toutes les citer. On peut aussi faire un appui au développement des systèmes embarqués et sur le côté sécurisation également. On a aussi une partie capteur, traitement du signal, notamment Christophe fait une formation au mois de juillet sur cet aspect-là. Et puis, grâce à DIA, on a acquis la compétence sur tout ce qui est conception, optimisation d'alimentation et convertisseur. Sur le côté mesure, on a une plateforme que vous pourrez apercevoir tout à l'heure avec tout ce qui est possible pour les essais électromagnétiques en rayonné et en conduit, en émissivité et en immunité. En radiofréquence, c'est l'objet d'aujourd'hui. On fait de l'adaptation, du design d'antenne et puis aussi des mesures selon la directive RED. Comment ça s'est coupé? Alors, je ne sais pas s'il y a un souci technique ou pas. Je ne comprends pas, ça veut dire quoi c'est coupé? Je ne sais pas, elle montre que l'écran est figé, mais je ne sais pas si on nous entend. Je ne sais pas si Delphine, je vais essayer de la joindre. Alors, est-ce que vous nous voyez et nous entendez ou pas du tout? J'entends bien. Donc, bon, je vais essayer de repartager l'écran. C'est peut-être un souci de partage d'écran. Bon, les plaisirs du direct, on va dire. C'est des slides qui sont figés. Moi, je sais que j'ai des soucis quand je fais prendre la vidéo plus le partage d'écran. Ah, ok. Bon, j'espère que là, c'est un peu mieux. Bon, désolé, du coup, je reprends. Donc, je disais, on fait les mesures en CEM, en radiofréquence, et puis aussi, on peut optimiser les systèmes sur tout ce qui est mesure de consommation énergétique et électrique. Et donc, venons-en en fait, parce qu'aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est qu'on parle de la directive RED. Alors, quels sont les systèmes qui sont concernés par cette directive? Bon, je pense que vous le savez tous, c'est vraiment tous les systèmes qui communiquent en radiofréquence, que ce soit qu'ils soient émetteurs et récepteurs ou seulement soit émetteurs, soit récepteurs. Donc, Christophe vous détaillera ça pas mal tout à l'heure. Alors, dans cette directive, il y a effectivement des exigences qui sont récapitulées à l'article 3. Dans ces exigences, on a une partie compatibilité électromagnétique, justement, qui fait référence à la directive CEM, que nous, on peut aussi valider et tester. Et il y a une partie, justement, optimisation du spectre radiofréquence pour voilà, que chacun puisse communiquer, on va dire, sans trop perturber les autres. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
Et il y a d'autres exigences essentielles applicables également. Et dans ces exigences-là, il y a une partie sur la cybersécurité. Donc, j'en parlerai très rapidement à la fin de l'atelier, si on a un peu de temps. Et puis, il y a aussi une partie protection, santé et sécurité, donc tout ce qui est directive basse tension, notamment, qui est aussi intégrée dans cette directive RED. Donc, je vais laisser la parole à Christophe, qui va vous parler de nos retours d'expérience sur la directive RED et sur les mesures qu'on peut réaliser sur un objet connecté et surtout comment préparer son objet pour pouvoir faire les tests dans les meilleures conditions possibles. Donc, Christophe, je vais passer ton diaporama et puis on va… Le partage d'écran, Zoom qui dit. Voilà. Je vais repartager l'écran avec la bonne fenêtre cette fois. Et en faisant un diaporama. Ah, c'est ça qui a… Je pense que c'est ça qui n'a pas fonctionné tout à l'heure. Bon, j'espère qu'on aura… Ouais, si, à mon avis, c'est coupé. Désolée, je recommence. En fait, quand je passe en plein écran, ça coupe une partie de l'écran. Donc, c'est quand même dommage. Voilà. Je pense que là, ça devrait marcher. Christophe, c'est à toi. Bonjour à tous, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours. Je vais, comme l'a dit Elisabeth dans la petite partie introductive, vous présenter un peu nos retours d'expérience sur la mise en œuvre de la directive RED. Et on va faire un focus sur notamment la partie d'équipement Bluetooth Low Energy et comment mettre en place, préparer mon setup pour aller passer les essais dans un laboratoire notifié ou pas, et pour valider nos mesures et nos équipements. Donc, on va passer en revue les principaux tests attendus dans la directive RED pour être en conformance avec la directive RED suivant les normes harmonisées. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on doit faire si on part d'un module certifié qu'on intègre dans un de nos équipements, quel test on doit passer. Et puis, on vous présentera quelques essais en mode conduit et la différence qu'il y aurait si on était en mode rayonné pour pouvoir réaliser ces essais-là dans un laboratoire. Donc, comme l'a dit Elisabeth, la directive européenne, elle est publiée par l'Europe dans le journal officiel. Nous, en ce qui nous concerne, on s'est focalisé aujourd'hui sur la partie Radio Equipment Directive, donc RED, qui est la 2014-53 UE. Le but du jeu, c'est d'harmoniser la réglementation des États membres pour mettre en libre circulation des équipements radioélectriques au sein de l'Union européenne. C'est une refonte de la directive RETTE que beaucoup d'entre vous connaissent déjà bien et qui a été abrogée depuis le 13 juin 2016, donc elle est remplacée par la directive RED. Un des points forts de ce changement, c'est notamment la partie blocking sur la partie RF. Excusez-moi. Donc, les principales différences, c'est les champs des équipements radioélectriques. Il y a des équipements qui étaient dans la RETTE qui sont sortis de la directive RED, et il y a des équipements qui n'étaient pas dans la RETTE qui sont rentrés dans la directive RED. Il y a un point important, c'est l'extension des responsabilités de tous les acteurs économiques. Je vous ferai un petit balayage rapide pour vous dire de quoi il en retourne. Et puis, le renforcement des compétences de l'ANFR en matière de pouvoir d'enquête et de sanctions administratives pour les gens qui font un marquage CE et qui n'ont pas vérifié la conformité ou fait des fausses déclarations. Pour information, la directive RED est transposée en droit français par les textes qui sont montrés ci-après. Donc, ça a bien été pris en compte par les différents États membres et c'est rentré dans les textes de loi françaises qui sont cités ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour les plus courageux d'entre vous, je vous laisse aller les voir. Donc, elle fait référence à 173 normes. Je ne vais pas sauter une slide. Non, c'est bon. Elle fait référence à 173 normes harmonisées, dont nous,
on va se focaliser, on va se focaliser sur la EN 328 et c'est la version 2.2.2 qui est en vigueur. Et cette norme harmonisée radio couvre tous les équipements transmission large bande dans la bande ISM 2,4 giga. Je sais pas pourquoi ça disparaît. Le truc en haut, c'est pas, enfin, je pense qu'on voit quand même les slides, il manque le titre. Mais... Donc, si vous ouvrez cette norme dans l'annexe A, vous allez avoir la correspondance entre les requirements de la directive et comment la norme a essayé de répondre à ces directives dans le cadre d'une norme harmonisée au niveau de l'Europe. Donc, on va retrouver chaque chapitre de la norme ici, dans les clauses de la norme, et qui explique comment elles vont répondre aux attentes des essentiels de la directive européenne. Et vous avez une petite colonne qui est super importante, qui vous dit celles qui sont sans condition, c'est-à-dire qu'on doit appliquer sans condition, et celles qui sont sous condition, ça veut dire que suivant le type d'équipement que vous avez qui rentre dans la bande ISM, vous devez ou pas être conforme à ces exigences de la norme en fonction de vos équipements et de ce que font vos équipements. Et on regardera d'un peu plus près le cas du BLE sur les essais qu'on va vous présenter. Alors, un point important, c'est pas parce que vous achetez des sous-modules qui sont conformes à la directive européenne que quand vous les assemblez, ils sont conformes. L'assemblage de produits est considéré comme un nouveau produit et les exigences essentielles s'appliquent toujours sur le système complet fini. Donc, il est important de faire une analyse de risque et peut-être que l'analyse de risque va permettre de montrer que l'assemblage finalement ne modifie pas le comportement des deux sous-équipements et que l'ensemble peut être considéré comme conforme. En général, il faut passer par un organisme notifié pour faire cette analyse et avoir un certificat de conformité. Tout équipement transformé ou modifié après la mise en service est considéré comme un nouveau produit. Un produit modifié vendu sous une autre marque ou celle du fabricant est considéré aussi comme un nouveau produit. Donc ça fait partie un peu des nouvelles règles qui ont été mises en place. Les procédures d'évaluation de conformité, elles se développent, elles peuvent s'appliquer de trois manières. Soit c'est un contrôle de production interne assuré par le fabricant, soit c'est un examen UE de type organisé par un organisme notifié, donc genre Imitech, LNE et les autres. Et on doit faire une conformité au type basée sur le contrôle interne de fabrication. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, les essais qui sont faits par le laboratoire notifié. Et après, nous, en suivi interne, on doit garantir que l'équipement sera toujours fabriqué de la même façon que celui qui a été validé par l'organisme notifié. Donc, il y a un suivi qualité à maintenir en interne. Et toute évolution du produit sera sujet à analyse de risque pour voir si ça a un impact sur la certification. Ou alors, on peut passer par un organisme notifié complet et assurer, confier le suivi qualité complet, à la fois qualification et puis suivi qualité pour la fabrication, par un organisme notifié. Si les normes harmonisées ont été appliquées dans leur intégralité, alors on peut se limiter à un contrôle interne de fabrication. C'est-à-dire que si vous développez un équipement et que vous faites réaliser tous les essais chez vous, si vous avez le moyen d'essai, ou dans un laboratoire qui n'est pas notifié, et que vous pouvez produire le rapport et que vous montrez que vous respectez les normes harmonisées, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de passer par un organisme notifié. Vous pouvez faire un marquage CE à partir de ces essais-là ou de dossiers techniques que vous auriez pu élaborer. On peut aussi passer par un organisme notifié pour faire ces essais-là, dans leur totalité. Et on peut aussi confier la partie qualité production, comme je le disais tout à l'heure, une fois que les essais ont été validés. Par contre, si on fait que des essais partiels, alors par exemple, on achète un modem, on fait une petite modification, on rajoute une antenne et on se dit, bon, bah, je vais vérifier que la puissance de sortie. À ce moment-là, il faut impérativement passer par un organisme notifié pour faire la certification. Dans la mesure où tous les essais n'ont pas été réalisés, il faut qu'un organisme notifié valide que le reste des conformités qui avaient été validées sur le produit que vous avez intégré dans vos équipements sont toujours conformes. Et comme je disais tout à l'heure, la partie suivi production, elle peut toujours être confiée à un organisme qualifié. Je vous ai mis quelques liens Internet qu'on avait récupérés lors d'une formation sur la directive RED, où vous trouverez plein d'informations utiles. On ne va pas les passer tout en revue, je vous laisse aller fouiner un petit peu.
Dans tout ça, il y a plein d'informations intéressantes sur le sujet du jour. Donc, comme je le disais, si vous intégrez un module radio dans un équipement, si c'est un ensemble à part, par exemple un petit dongle USB qui vient se connecter à votre PC, à ce moment-là, on peut considérer que c'est un module détaché. Et dans ce cas-là, les deux peuvent avoir leur conformité indépendante et vous pouvez les assembler pour faire la fonction que vous avez besoin avec cet équipement qui vient se gréver sur votre matériel. Et du coup, on peut avoir des certifications séparées. Par contre, dès que l'équipement que vous intégrez est relié de manière définitive, vissé, soudé sur l'équipement, à ce moment-là, on est considéré comme un nouveau produit. C'est-à-dire qu'au-dessus, ce que je vous écris, c'est que, par exemple, un module radio sur bus PCI, c'est bien intégré dans le PC, mais il est détachable, on peut le renlever, donc on considère comme un élément externe. À partir du moment où on est monté à l'intérieur, qu'on est vissé, qu'on est soudé, qu'on est raccordé de manière ferme, à ce moment-là, on considère l'ensemble comme un nouveau produit. D'accord? Donc, si on regarde si votre module que vous achetez a aucune preuve de conformité à la RED, ne peut être obtenu, alors tous les essais radio doivent être faits. Donc, soit par analyse de dossier, soit par mesure, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est le cas de beaucoup de cartes d'évaluation. Il y a beaucoup de gens qui achètent des cartes d'éval et qui ne vérifient pas si le fabricant de la carte d'éval a fait la certification. Et ils intègrent ça à leur équipement, ils se disent « Ah, le chip, le composant, lui, il est conforme, donc je considère que la carte, elle est conforme et je l'assemble et je considère que je peux faire mon maquage CE parce que j'ai intégré quelque chose avec un chip qui est conforme. » C'est pas du tout vrai. Une explication simple, c'est que votre chip RF, par exemple, il va émettre 8 dB max en sortie. Et vous allez mettre une antenne derrière, PCB. Le design de référence, il a un gain de 2 dBi, donc vous êtes à 10 dBm max en sortie. Et puis vous faites votre design avec l'ensemble et vous modifiez un peu le comportement. Vous avez un peu plus de gain, un peu moins de gain. Donc ça peut modifier le blocking, ça peut modifier la puissance émise. Vous changez le comportement de l'ensemble. Et donc, il faut faire attention à ça, c'est qu'il faut bien vérifier l'ensemble des normes dans ce cas-là et des critères de la norme pour valider la conformité de votre équipement. Si les preuves de conformité à la directive RED existent, par exemple, on va vous présenter une carte Blue Energy de chez ST. Le certificat existe et est disponible sur le site de ST. Donc, la carte d'éval, elle est certifiée. Elle a un numéro de certificat. Donc, vous pouvez vérifier ça. Si vous avez vérifié ça, vous pouvez le fournir à l'organisme notifié. Vous dites, moi, je l'intègre dedans, je mets telle antenne derrière, il y a les caractéristiques de l'antenne, et sur dossier, ils peuvent vérifier que votre ensemble, finalement, est conforme. Et il n'y a pas besoin de repasser la totalité des essais. Un point important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le côté design de l'antenne est critique. Si, par exemple, vous intégrez une antenne que vous n'avez pas fait bien attention à l'adaptation, vous pouvez avoir une désadaptation dans la bande de fréquence utile, ce qui fait que vous allez dégrader les performances de transmission et de réception dans la bande. Et hors bande, vous n'avez pas dégradé la désadaptation. Ce qui veut dire que les brouilleurs qui vont arriver à l'extérieur auront le même comportement que sur le fonctionnement normal d'une antenne bien adaptée. Ça veut dire que vous allez favoriser les brouilleurs par rapport à un fonctionnement normal avec une antenne bien adaptée. Et donc, du coup, les tests de blocking, ils ne passeront plus. Donc, la caractérisation de l'antenne dans son environnement est très importante. J'en reparlerai un petit peu plus loin. Quelques documents applicables qui peut être intéressant d'aller regarder d'un peu plus près pour ceux que ça intéresse, qui peut descendre un peu plus dans le sujet. Je vous mets pour info et vous pourrez regarder à loisir. Là, je vais faire une passe rapide. J'ai l'impression que je mouline très, très vite et qu'on va avoir vite fait le tour. Une passe rapide sur le stack Bluetooth, puisque c'est le sujet du jour. On s'est focalisé sur la 300-328 et on s'est dit qu'on va montrer la qualification d'un équipement Bluetooth, BLE. Donc, pour info, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Ericsson qui avait développé ce standard en 1998. L'aspect qui est disponible sur le site bluetooth.com.
Il y a un peu plus de 7 volumes, il y a plus de 3000 pages et Elisabeth, à côté de moi, est une experte du domaine. Elle a travaillé… tu as quelques beaux restes Disons encore que parce que voilà, j'ai mon guide de navigation dans l'aspect Bluetooth. quand j'ai des questions de détail, plutôt que de chercher tout seul, je pose la question à Elisabeth et j'ai rapidement le volume et le numéro de page disponible. Donc, n'hésitez pas à monter vers elle aussi quand vous avez des questions. Ça peut faire gagner un peu de temps. Donc, pour info, on peut être membre adopteur. Donc, ça, c'est une démarche gratuite. Ça veut dire que vous êtes conforme à Bluetooth, mais vous ne serez pas identifié comme un équipement Bluetooth. Donc, vous n'aurez pas le droit de mettre le marquage Bluetooth sur votre équipement. Non, en fait, ce n'est pas tout à fait ça. Être Merci. adopteur, c'est pour votre entreprise. Vous pouvez souscrire un compte sur le Bluetooth. Et du coup, vous avez accès à un peu plus de documentation. Par contre, si vous souhaitez effectivement, et du coup, je te laisserai continuer, si vous souhaitez avoir un équipement et pouvoir marquer le logo Bluetooth ou BLE sur votre produit, à ce moment-là, il faudra payer une redevance au Bluetooth. Non seulement passer les tests de la directive RED et de la 300-328, mais aussi d'autres tests plus spécifiques au Bluetooth ou au BLE. Et ensuite, pour pouvoir avoir le droit d'apposer le logo Bluetooth sur vos produits, vous devrez vous acquitter d'une redevance qui n'est pas négligeable. Le gros avantage d'être associé, et ça pour chaque produit, hein. Donc même pour chaque variante, pour chaque produit identifié, vous devrez payer une quittance au Bluetooth qui n'est pas négligeable. Par contre, si vous êtes associé, bon, il y a un droit d'entrée qui n'est pas négligeable, mais ça vous donne une réduction de 50% sur le prix d'enregistrement d'un dispositif Bluetooth ou BLE. Et un ordre d'idée du coût d'une certification? Alors, pour être certifié Bluetooth, donc ils ont ce qu'ils appellent des test house. Il y en a quelques-unes en Europe et puis dans le monde entier, voilà, il y en a, je sais pas, entre 15 et 20. Je pense que c'est plus autour de 15-20 000 euros pour passer l'ensemble des tests. Après, on pourra en rediscuter un peu plus tard, mais il y a sur leur site, on peut retrouver aussi le processus et c'est un peu de la même façon que pour la directive RED. Si vous utilisez un module avec déjà une antenne qui sont ensemble qualifiés Bluetooth, vous n'avez pas forcément besoin de repasser, en tout cas, les tests baseband. Mais il est clair que si vous si vous utilisez les stacks un peu plus hautes dans le protocole ou que vous les modifiez, là, il faudra repasser une partie des tests plus côté protocolaire. Voilà. Et l'utilisation de la marque, ils sont aussi très rigoureux sur sous quel format, avec quelle couleur, etc. Donc, Christophe vous a mis le lien. Je ne suis pas sûre qu'il soit accessible si on n'est pas adopteur. Mais bon, à voir, à vérifier. D'accord. Donc, si question, vous pouvez nous consulter. On a passé l'info récemment à une société. Je n'ai pas eu de retour comme quoi ils n'arrivaient pas à y accéder. Donc, je pense que ça a dû… D'accord. Bon, du coup, ça marche. Ça a dû marcher. Hop. J'ai vérifié que ce n'est pas Delphine qui nous envoie des messages pour dire qu'il y a un problème. Donc, c'est un Bluetooth, un grand standard, donc ça, je l'avais dit. Donc, l'objectif de la partie BLE, c'était de mettre en place une technologie radio avec une consommation la plus faible possible. Donc, la différence par rapport au Bluetooth, c'est qu'on visait des consommations les plus faibles possibles. Et l'idée, c'est d'avoir une autonomie d'environ 1 an sur une pile CR2032 d'une capacité de 230 mAh. Et avec un courant pic en contrainte qui avait été mis en place, c'était une quinzaine de milliampères pour les transferts radio. C'est dans ce cadre-là que le BLE a été mis en place. Donc, du point de vue fréquentiel, on est dans la bande ISM de 2 giga4 à 2 giga 483.5. Et sur cette bande de fréquence, BLE, ils ont mis 40 canaux espacés de 2 mégas. Dont 3 sont réservés à l'advertising. Donc, l'advertising, c'est le principe d'envoyer des messages pour déclarer sa présence. Et ça peut être des petits modules qu'on appelle beacon, qui envoient une information ça peut être des tags qui donnent un numéro d'identifiant, qui peuvent servir à faire de la localisation indoor. Donc, ils peuvent avoir aucune autre fonctionnalité. Donc, ils communiquent que sur ces canaux d'advertising. Et après, les autres canaux, c'est pour des systèmes qui veulent pouvoir échanger de l'information après. Et donc, on va avoir un principe, on commence à initier une communication sur le canal d'advertising et on se donne rendez-vous sur des canaux de communication.
avec possibilité de sauter entre différents canaux si on considère que la communication devient brouillée. Donc, il y a des listes de fréquences qui sont échangées entre les modules pour pouvoir se faire ces sauts de fréquences. Donc, c'est des principes de frequency division multiple access et de time division, puisqu'on n'est pas actif tout le temps, une répartition dans le temps. La modulation, c'est de la GFSK, quand on est à un débit de 1 mégabit par seconde. Le consortium Bluetooth a précisé qu'il fallait une précision de 50 ppm sur l'horloge en mode actif avec un digiteur inférieur à 2 microsecondes. Et quand on est en mode veille, on accepte un maximum de 500 ppm sur l'horloge avec un digiteur inférieur à 16 microsecondes. Ça va être important, la précision de l'horloge en sommeil et en low power pour garantir les réveils synchrones et pour pouvoir faire de l'échange d'informations dans les bons time temporels. La dérive en fréquence autorisée, elle est de 50 kHz par rapport au centre du canal, d'accord. Et puis, la dérive de transfert de la fréquence pendant la transmission d'un paquet est de l'ordre de 400 Hz par microseconde. La puissance de transmission en sortie, elle va de moins 20 dBm jusqu'à une puissance max qui dépend de la classe de l'équipement. Donc, du temps du BLE 4.2, tout le monde était en 10 milliwatts. Elisabeth, moi, je suis tombé, max, donc 4 dBm. 10 dBm, pardon. C'était supérieur à… Et il y a 3 autres classes qui sont apparues depuis. Donc, une classe 1 qui permet de monter à 20 dBm, qui est le max autorisé par la directive RED sur la bande de fréquence ISM. Ensuite, on a une classe 2 qui va être une classe entre 2.5 et 1 milliwatt. Et enfin, la classe 3 qui va monter à 0 dBm max, c'est-à-dire 1 milliwatt. Donc, pour rappel, quand je perds 6 dB en puissance, je divise ma portée en champ libre par 2. Donc, faut savoir qu'on va consommer moins, hein, c'est intéressant. Par contre, c'est un prix à payer sur le bilan de transmission en distance par rapport aux équipements, puisque la sensibilité des récepteurs est toujours à peu près du même ordre de grandeur, entre moins 93 et moins 97 dB. La sensibilité est définie à 0,1% en bit error rate, à moins 70 dBm en niveau de réception. Donc, il y a une notion de saut de fréquence, comme j'expliquais tout à l'heure, pour réduire l'occupation des canaux et garantir la communication et aussi la cohabitation avec les autres bandes de fréquence. D'ailleurs, normalement, j'avais une slide ici qui a sauté, c'est pas grave, où je montrais les canaux dans le Wi-Fi, donc c'est pas grave. Si on regarde un petit peu le protocole, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas une formation Bluetooth qu'on fait aujourd'hui, mais concrètement, on a les couches bas niveau qui vont chercher l'étage RF. On a un contrôleur haute qui permet la communication entre ces couches bas niveau et la partie au niveau de la pile Bluetooth, avec notamment la gestion des profils et la gestion des services, donc le GAP et le GAT. Et derrière, après, on va avoir nos applications avec la pression sanguine, le rythme cardiaque, les GHD. Donc ça va varier avec les profils qu'on va avoir au niveau application et le service rendu. Nous, le but du jeu aujourd'hui, c'est de se concentrer sur ce host controller interface, c'est-à-dire que on va essayer de communiquer avec cet étage-là et on va essayer de prendre la main sur l'étage RF pour pouvoir lancer des échanges de trames avec un module compagnon, d'accord? Et on va pouvoir avoir un module compagnon pour les essais. Je vais y rentrer un peu plus dans les détails dans la suite de la présentation. Donc, certains modules sont accessibles par le moyen radio directement sur le host controller interface. C'est-à-dire que votre module, vous n'avez rien à faire. Si la pile est compatible, avec des équipements dédiés, vous êtes capable de, via des commandes en RF, d'aller lui dire bah, mets-toi en mode transmission sur le canal temps avec un paquet avec telle information dedans et puis répéter à telle fréquence, à telle cadence. Donc, si la pile n'est pas compatible de ce mode de fonctionnement, à ce moment-là, on peut utiliser un mode accessible en host controller via
une connectivité extérieure, UART, SPI. Et dans ce cas-là, on va avoir le testeur qui va communiquer avec le host controller via un lien de communication externe. D'accord? Et nous, c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Comment configurer mon équipement pour le préparer à aller faire les essais de qualification dans le laboratoire d'essai. Pour ceux qui sont accessibles on the air, eh ben, il existe des équipements comme par exemple Rod et Schwartz CMW 270, sans leur faire de pub, hein, il y en a d'autres. Je vous parle de celui-là parce que j'ai eu le plaisir d'avoir un client qui est venu chez nous avec cet équipement et on a fait les tests du coup on the air avec ce générateur. Donc, c'est un module qu'on appelle Compagnon qui permet de prendre la main sur votre module à vous et de le configurer pendant les essais. Donc, c'est bien pratique. Par contre, c'est un compagnon un peu onéreux qui coûte dans les 30 kg et que si vous avez la partie Bluetooth, si vous rajoutez les autres protocoles, eh ben, il faut en remettre un petit peu sur la table à chaque fois. Donc, si vous faites partie d'une entreprise qui a les moyens de se payer, bah, c'est bien, parce que ça permet d'aller faire les essais dans les laboratoires sans s'embêter à passer du temps à faire le module compagnon par nos propres moyens avec une carte d'éval ou avec un de nos modules internes. Et donc, j'ai eu un échange pas plus tard qu'à 13 h là, avec ce client-là, qui me disait qu'il a fait un essai dans un laboratoire notifié. Il s'est retrouvé coincé, c'est que il y a une partie des essais qu'on va vous présenter justement, c'est le Occupy Channel Bandwidth, où on est censé mettre le module en émission sur les canaux en bord de bande. Et là, en fait, c'est les canaux d'advertising. Et ce système-là ne permet que d'envoyer des trames sur les canaux autres que d'advertising qu'on n'est pas en bord de bande. Donc, ça veut dire que pour la qualification, ils étaient un peu limites. Ils ont dû trouver un autre moyen pour finir les essais et vérifier l'intégrité de l'équipement sur ces bords de bande. À partir du moment où vous communiquez avec l'UART, là, on peut prendre la main complète avec l'équipement. Alors, peut-être que je reste humble, il y a peut-être eu une mauvaise utilisation là et on pourrait recouper avec Rod et Schwartz. Il y a peut-être moyen de configurer, mais je pense que ces canaux d'advertising servent à la communication directe en mode HCI et que ça doit être difficile de les basculer en mode de test sur ces canaux-là, puisqu'on en a besoin pour la communication et la configuration de l'équipement. Dès que vous êtes en communication UART ou SPI, à ce moment-là, l'équipement, ça peut être lui aussi. Hein, cet équipement-là permet de communiquer aussi avec le device sur la liaison série, ou alors les fabricants. Beaucoup de fabricants mettent à disposition des outils qui vous permettent de faire les configurations et on va vous présenter ça un petit peu aujourd'hui. Donc, le mot-clé, si vous partez sur des solutions BLE et que vous cherchiez à mettre en place ce module compagnon, c'est le Direct Test Mode. Donc, si vous allez chercher chez les différents fabricants les outils de Direct Test Mode, vous allez trouver, pour la plupart, des firmware qui sont disponibles, les codes sources qui sont disponibles, et puis des outils qui viennent en annexe pour pouvoir communiquer avec l'équipement et envoyer les informations pour configurer l'équipement dans les différents modes dont on a besoin pour faire les qualifications. Donc, dans le cas de notre module Blue Energy LP de chez ST, vous avez la stack, le SDK qui est disponible sous cette référence-là. Et à l'intérieur, vous avez des firmware, notamment le BLE Example et le Direct Test Mode, que vous pouvez claquer dans votre carte d'évaluation ou sur votre carte à vous, si vous avez respecté le même pinout que la carte d'évaluation pour l'UART. Sinon, vous avez le code source et vous pouvez recompiler le code pour le configurer et l'adapter à votre application à vous et mettre le Direct Test Mode sur votre application en ayant bien pensé dans le design à avoir une UART de disponible en sortie ou une interface SPI pour pouvoir communiquer avec. Donc ça, je reviendrai sur l'interface un peu après lors de la démo, je ne rentre pas plus dans le détail. Juste oui. Petite interruption. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le petit module questions et réponses, là, à peu près au milieu, en bas de votre écran, et puis on y répondra à la fin de la présentation de Christophe, avant peut-être de passer aux démonstrations. Voilà, désolé pour l'interruption. Non, pas de problème. Un autre exemple de module qu'on a évalué, on en a évalué d'autres, hein, on vous a présenté quelques réalisations. Donc ça, c'est les outils OnSemi.
Donc, on a de la même façon, donc là, il ne livre pas le firmware. Vous avez le code source, il suffit de le compiler pour le mettre dans la carte. Vous avez, donc, ils appellent ça HCI, Host Controller Interface, pour la partie DTN. Vous le téléchargez sur la carte via l'UART. Vous avez des petits logiciels qui viennent avec pour prendre la main sur l'équipement et le mettre en mode émission par trame. Alors, petit bémol, c'est que sur ST, on est capable de mettre le module en porteuse pure. Sur OnSemi, le mode porteuse pure ne fonctionne pas. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas implémenté dans la partie host controller toutes les commandes qui permettent de configurer le host port. Donc, ça veut dire qu'à partir du code source, il faudrait que vous modifiez le code source pour ajouter les commandes HCI qui sont définies dans la norme Bluetooth pour pouvoir configurer votre module en porteuse pure en recevant une trame du monde extérieur via la LNC pour le configurer en porteuse pure. Ça se contourne facilement, il y a des notes d'appli sur le site de OnSemi et il suffit de rajouter la commande à la main dans un petit code qui démarre et vous pouvez configurer votre module en porteuse pure pour faire des essais de performance RF notamment, de diagrammes de rayonnement en chambre RF. Le petit plus du OnSemi, c'est en fait, dans les trames envoyées, ils doivent avoir un compteur qui leur permet de détecter sur le récepteur s'il y a eu des ratés à la réception, pardon. Et du coup, ils sont capables d'estimer le packet error rate automatiquement. Donc, vous me foutez un émetteur, un module compagnon en face qui balance des trames de manière continue. Et le récepteur, au fil de l'eau, vous calcule le packet error rate. Alors que dans la version ST ici, c'est la démo qu'on vous fera tout à l'heure, il faut mettre un module, le module compagnon en émetteur, vous lui dites d'envoyer tant de trames, et sur le module récepteur qui va être sous test, on va faire la réception. Une fois que la réception est terminée, on arrête le récepteur et on vérifie combien de trames sont arrivées et on renseigne dans un des champs ici le nombre de trames transmises, effectivement transmises. Et à ce moment-là, il nous dit le packet error rate et on peut vérifier les performances de l'équipement. Donc là, juste pour information, je vous présente un peu les performances des chips qui sont embarqués sur les différentes cartes qu'on a pu évaluer. Donc le Blue Energy LP qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui a une sensibilité de moins 97 dBm et une puissance de sortie max de plus 8 dBm. D'accord. On a donc lui, il est en classe 1.5. Puisqu'il est inférieur à 10 dBm et supérieur à c'était combien, je ne sais plus, mais voilà, donc il est en classe 1.5. Celui-là, il a un gain de plus 6 dBm. Et puis, il y a la version ici intégrée en boîtier SIP avec antenne intégrée. Et il a, lui, une sortie max de 0 dBm et une sensibilité de moins 93 dBm. Donc, pour cela, il ne faut pas oublier que par rapport à la classe du module, il y aura votre antenne qui sera au cul du système et qu'en fonction du gain de votre antenne, si vous mettez par exemple une petite antenne fouée en monopôle, vous avez un gain de 2,15 dBi, donc vous allez dépasser les 10 dBm, alors qu'ici, vous ne dépasserez pas les 10 dBm. Donc ici, potentiellement, vous changez de classe, alors que là, vous ne changez pas de classe. Donc, ce que je disais, c'est que le module SIP est sur la carte antenne intégrée, donc non connectorisé. Donc, ça veut dire que pour un module où l'antenne n'est pas accessible, vous serez obligé de passer les certifications en mode rayonné. Donc, ça va être le cas de beaucoup de modules qu'on fait qui vont être surmoulés, qui vont être enfermés complètement. Et comme on n'a pas accès à l'antenne, il va falloir faire les tests en rayonné. Je mets un bémol à ce côté moulé parce que vous pouvez avoir un module que j'aurais moulé de manière industrielle in fine, mais vous pouvez faire les tests de préqualification avec la version où vous avez rajouté un petit connecteur ou raccorder un coax à l'endroit qui va bien, et puis surmouler l'ensemble quand même et faire le test en mode conduit, ce qui simplifie les essais. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et ça, c'est très important parce que en termes de temps d'essai, ça va limiter les temps d'essai et du coup, le coût de la prestation de qualification ou vérification de conformité que vous devrez passer en labo. Donc là, sur la carte RSL10, il y a un petit connecteur Murata qui intègre une petite languette à ressort
Et tant qu'il n'y a pas de câble connecté, la languette fait contact, du coup, le chip RF voit l'antenne. Et dès que vous venez vous connecter, suivant le sens de montage du connecteur, soit vous voyez l'antenne, soit vous voyez le chip RF. Donc, sur la carte en production, vous faites monter le connecteur dans le bon sens, soit pour qualifier l'antenne, soit pour qualifier le chip RF. Et si vous faites les tests en conduit dans le laboratoire notifié, vous devrez fournir le gain de l'antenne et le coefficient de réflexion à l'entrée de l'antenne, qui seront des éléments d'entrée du rapport, qui seront sous votre responsabilité, et l'organisme notifié les prendra en compte à partir de la puissance de sortie pour vérifier que la puissance qui sortira de votre module avec l'antenne raccordée soit bien conforme à la directive. Donc, par contre, attention, attention, pensez bien à caractériser votre antenne dans son environnement final. Donc, je parlais de moulage tout à l'heure. Faites pas une qualification d'antenne sans avoir mis le surmoulage si le surmoulage couvre l'antenne. Il faut bien avoir mis le boîtier mécanique, la pile derrière, la résine. Il faut que l'antenne soit qualifiée dans l'environnement final pour garantir qu'elle soit bien conforme après, que vous n'ayez pas d'écart. Parce qu'en cas de dénonciation ou de vérification par l'organisme de vérification, ce n'est pas les organismes notifiés, mais c'est la NFR, par exemple, qui veut venir faire une vérification sur dénonciation, vous pouvez sortir de la norme parce que vous avez fait votre vérification d'antenne dans les mauvaises conditions. Puis de toute façon, c'est aussi sur la performance globale du produit. Vous risquez d'avoir des mauvaises surprises, des portées complètement dégradées ou des autonomies aussi complètement dégradées. Donc voilà, ce n'est pas juste par rapport à la peur du gendarme, on va dire, mais aussi globalement pour les performances des produits qui seront sur le marché. Et voilà, mieux vaut prévenir que guérir. C'est ça. Hop. Donc, on va passer à la partie présentation des essais. Donc, on va focaliser sur l'Occupied Channel Bandwidth. Donc, qu'est-ce que dit la norme? Elle dit que pour les équipements non adaptatifs, donc ce n'est pas notre cas à nous, nous, on est dans les cas d'un équipement adaptatif ou non adaptatif avec une puissance supérieure à 0 dBm et inférieure à 10 dBm. D'accord? Du coup, notre module, là, on va le tester comme un équipement dans cette configuration-là. D'accord? Peut-être juste expliquer EIRP. Equivalent Isotropic Radiative Power, merci Elisabeth. Ça veut dire que si votre antenne elle a un gain, donc c'est une antenne n'amplifie pas un signal, hein. C'est qu'elle est directive, donc elle focalise une partie de l'énergie dans une direction. Donc par rapport à une antenne isotropique qui émet la même énergie dans toutes les directions, cette antenne n'existe pas. Elle focalise de l'énergie dans un sens, donc ça veut dire quand elle a un gain 2 dBi, I, ça veut dire par rapport à l'antenne isotrope. Et donc, comme on ne sait pas quelle antenne vous allez mettre, on la ramène toujours l'énergie à une antenne isotrope ici pour calculer la puissance de sortie du module. Merci. Donc, le receiver, donc ce que je vous disais, c'est que le récepteur peut avoir différentes catégories et nous, notre module, il rentre dans la catégorie 2.3, effectivement. Et du coup, on va faire nos essais dans la directive RED, suivant les paragraphes de la 4.2.3. Sinon, on serait dans le paragraphe 4.1.3. Je vous laisse aller voir la norme pour ceux que ça intéresse pour avoir un peu plus d'informations, mais ça serait pour les équipements qui font du frequency looping en spread spectrum ou qui ont un niveau de puissance supérieur à 10 dBm. Donc, la définition de l'Occupied Channel Bandwidth, c'est la bande de fréquence qui contient 99% de la puissance sortant de l'émetteur avec l'antenne. D'accord? La limite, elle est définie dans la table 1. Donc, vous verrez, hein, pour ceux qui veulent aller voir la norme, c'est le jeu de qui a dit quoi et on n'arrête pas de sauter de paragraphe en paragraphe avec des renvois. Mais bon, une fois qu'on a un peu dompté la bête, on arrive à retrouver les informations. Je vous ai fait une synthèse là pour que ça simplifie un peu la lecture. Et donc, la table 1, elle nous dit que l'Occupied Channel Bandwidth, donc la bande où il y aura 99% de l'énergie que nous, on va rayonner, elle doit rester dans la bande ISM, qui est 2 Go 4 à 2 Go 483.5. On ne doit avoir aucune énergie qui doit sortir de cette bande-là. D'accord? Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Le service frequency band, ici, qui est de la bande ISM, de 2 Go 4 à 2 Go 485. Ici, on retrouve les canaux BLE, le canal 2 Go 402, d'accord? Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mesurer l'Occupied Channel Bandwidth de notre module et on va vérifier sa largeur déjà, pour voir quelle largeur il fait, et on va voir si la partie basse, ici, ne sort pas des 2,4 Go. Et à partir du moment où on a vérifié ça, ben, l'équipement, il est conforme. Et pour vérifier ça, on va vérifier le canal le plus bas, donc le 2 Go 402, et le canal le plus haut, 2 Go 480. Et on va vérifier qu'on ne dépasse pas sur la partie haute. Donc la norme, pour être harmonisée, elle définit les paramètres de réglage de la chaîne d'acquisition. Et du coup, on va vous présenter un petit peu ça avec Dia, là. Donc, le temps qu'on installe, Elisabeth vous fait un petit tour d'horizon de… Peut-être juste, pardon, du coup, je vais juste regarder s'il y a eu des questions posées pendant la présentation de Christophe. Donc, les tests de blocking, on est d'accord, c'est ce qu'on va avoir aussi aujourd'hui? Oui, après. On a décidé de montrer Occupied Channel Bandwidth et puis le test de blocking, parce que c'est un des plus… Enfin, c'est les derniers demandés, donc c'est une nouveauté, entre guillemets, voilà, une petite nouveauté. depuis 2016. Voilà. Mais après, les autres, on les fait aussi, mais c'était un peu long si on avait dû tout présenter, je pense. Que… Non, l'idée, c'est pas de vous faire une démonstration de tous les tests de toute la 328. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc, Christophe va aller s'installer pour faire des manipes. Et je vais arrêter le partage d'écran temporairement. Voilà. Donc, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va changer de point de vue et faire voilà, un tout petit tour de nos installations de tests au crédit, puisque comme je vous l'ai dit, l'atelier a lieu dans nos locaux et dans notre salle de mesure plus précisément. Alors, désolé, hein, c'est vrai que on a essayé de faire ça un peu dynamique, mais ce n'est pas forcément très facile. Donc là, je vais vous faire un tour d'horizon un petit peu de nos moyens d'essai. Donc là, juste derrière moi, on a une table, bon, c'est pas très visible, dont on se sert pour faire les essais de décharge électrostatique. C'est là où on est COFRAC sur ces essais-là. Ensuite, de ce côté-là, vous pouvez voir tous les appareils qui sont capables de gérer les mesures qui sont faites dans notre chambre de test radiofréquence. Donc là, désolé. Je ne vais pas trop bouger la caméra, mais quand même de pouvoir vous montrer l'intérieur de la chambre. Donc, cette chambre de mesure, elle est aussi faite pour réaliser les tests de la directive RED. Mais là, ce n'était pas tellement pratique pour faire un studio. Donc, là, au fond, vous voyez, c'est un positionneur qui permet de faire tourner l'appareil à 180 en horizontal et 360 en vertical pour mesurer vraiment tout le diagramme de rayonnement. Et puis, de ce côté-là, on a l'antenne de réception qui, elle, va venir justement mesurer les signaux qui sont transmis par l'appareil sous test. Et ensuite, on va reconstituer le signal global pour reconstituer le diagramme de rayonnement et vérifier que, justement, la puissance EIRP, notamment, est faite de façon correcte. Désolée, j'ai un petit problème de caméra. J'ai pas vu que tu t'étais débranché là. Voilà, j'ai failli embarquer le PC de Dia, mais tout va bien. Et donc là, on va venir montrer un petit peu les tests justement de transmission RF et de vérification de la bande occupée. Ah d'accord, pardon. Bon, vas-y. Donc
Le setup, eh ben, c'est voilà. Donc c'est, tu peux laisser en place, pas trop, je pense qu'on va avoir mal de mer. Là, tu vois. Donc ça, c'est la carte d'Eval Blue Energy. Elle est sortie RF connectorisée. Donc on va pouvoir travailler en mode conduit. On a la chance d'avoir une entrée UART pour pouvoir mettre en place le Direct Test Mode sur interface UART. Et du coup, quand on va recevoir la carte, la première chose à faire, c'est de configurer en mode DTM, justement. Et donc là, il nous livre un firmware qu'on peut télécharger à l'intérieur pour mettre en mode DTM et prendre la main sur le mobile via un petit logiciel qui livre avec également. Donc pour les puristes comme moi qui travaillent sous Linux, malheureusement, ça tourne que sur Windows, donc il a fallu que je mette un PC en Windows quand même, mais ça marche bien quand même. C'est quand même pratique. Si on regarde la connexion, donc ici on va avoir notre module qui est raccordé directement au récepteur de mesure. Par sécurité, on a mis un petit atténuateur ici, parce que c'est des matériels qui coûtent cher, donc on fait attention à ne pas balancer trop de puissance dedans et de ne pas les casser. Et du coup, tu vas pouvoir te mettre sur l'écran du display. Hop, là, je vais passer sur la présentation. Donc là, l'outil, je zoomerai après. Donc là, du coup, l'outil vient avec. Là, vous ne pas. On ne voit pas grand-chose. Là, vous allez voir un peu mieux, ça va être moins pratiquement. Tu parles plus fort. D'accord. Donc, l'outil qui est livré par Esprit s'appelle Blue Energy G8 version 4.0. Quand vous le lancez et que vous avez connecté le port USB, il y a un port COM qui est détecté, il suffit de se connecter au module. À ce moment-là, vous prenez la main sur la carte via l'interface HCI. Et donc, on va retrouver, comme ça. Donc, si on vient voir par exemple l'onglet ACI, et ben, on va retrouver toutes les commandes qui sont définies dans la norme Bluetooth, les commandes HCI. Et donc, on peut aller prendre la main et puis cliquer une des fonctions et faire un sync et aller jouer un peu avec l'équipement via les commandes HCI. Il y a un onglet avec, alors, je vais me déplacer, voilà, on peut faire un init device, on peut se mettre en mode, alors là, je ne sais plus où est dans l'écran, je vais dézoomer, excusez-moi. Voilà, donc je vous le dis, vous ne voyez pas, mais ici, il y a la partie advertising. On peut se mettre en mode scanning, on peut se mettre en mode connexion, se connecter à notre équipement. Oui, je sais que ce n'est pas visible, mais si je zoome, je pense que tout le monde va avoir le mal de mer. Je zoomerai sur les points importants après à montrer. Là, c'est pas. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la partie RF test. Et donc là, je vais pouvoir zoomer pour vous montrer un petit peu plus de détails. Hop, voilà. Donc, la partie RF test, elle va contenir la puissance de sortie qu'on va pouvoir régler ici entre 31 qui est les 8 dBm et puis 1 qui est les moins 22 dBm, moins 20 dBm, pardon. Le 0, il tombe à moins 56, donc c'est un mode un peu particulier. Je n'ai pas regardé de près la datasheet, mais les tests qu'on a fait, c'est qu'ici, on descend en dessous du seuil de moins 20 à moins 20 dBm. Ensuite, comment dire, vous pouvez choisir le nombre de paquets à transmettre. Donc ça, je vais vous expliquer à quoi on va s'en servir. On peut choisir aussi le contenu de la trame. Donc là, on va mettre une vingtaine de clés. Et puis, on va pouvoir dire avec quoi on le remplit, soit du pseudo-random, soit avec des séquences particulières. Et en fonction du contenu, on peut avoir une forme de spectre indifférente. Donc là, on se met en pseudo-random pour couvrir au maximum la largeur du canal de transmission. On choisit le canal sur lequel on va émettre. Donc là, on va se mettre sur le premier canal d'advertising, puisqu'on va faire l'Occupied Channel Bandwidth, je vous rappelle, et qu'on va aller titiller la partie basse du spectre. Et puis, on va, pardon, une fois que tout ça est fait, on pourra démarrer l'émetteur. Du coup, là, je vais faire du transfert de trame en continu. Et alors là, je vais lancer, et du coup, je vais vous montrer ça, je vais basculer sur. Attendez, hop, j'enlève ça, une chape. Hop, c'est ici, hop,
Je vais passer dans le PC. Voilà. Donc là, vous avez la vision de l'analyseur de signal qui va réceptionner les signaux. Donc, il est paramétré suivant ce qui est prévu dans la norme. Et donc, quand je vais démarrer mon émetteur, hop, voilà, je vois la puissance qui apparaît, l'énergie qui est intégrée. Alors, voilà, donc on voit, je ne sais pas si vous voyez ici, mais on a une largeur de canal qui est bien de 1 méga. Ici, on est centré à 2 giga 402 dans la partie analyse et il nous dit qu'on est décalé de 89 kg. Donc, je vous rappelle que le Bluetooth, il prévoit qu'on a le droit à une dérive de 50 kg. Donc, ça veut dire que pour la directive RAID, on est conforme parce qu'on n'est pas sorti de 4 gigas. Par contre, du point de vue Bluetooth, votre module, il aura sans doute des performances un peu moins bonnes parce que vous êtes en train d'empiéter en vous décalant vers le bas. Donc, tous vos canaux vont être décalés puisque votre oscillateur principal, il est mal positionné. Donc, tous vos canaux sont légèrement décalés. Donc, vous aurez des performances un peu moins bonnes puisque une partie de l'énergie que vous cherchez à récupérer, vous la cherchez dans le canal qui est en dessous et dans le canal où vous êtes censé travailler. Donc, pour ça, beaucoup de gens l'oublient, mais sur les modules RF, il faut recaler la fréquence de l'oscillateur avec des capas intégrés au module. Et l'outil livré avec le GUI permet de faire ça. Je vais vous montrer ça rapidement. Et on peut recaler cette fréquence pour la ramener dans la tolérance attendue par l'aspect Bluetooth. D'ailleurs, on doit être au-dessus inférieur à 50 kg ici. D'accord? Donc, si je rebascule sur mon... Hop, et normalement, il faut aller fermer ici. Je vais faire un stop du transmetteur. Il faut aller dans Tools, si là je vais faire un zoom. C'est ici. Donc, vous voyez ici, il vous donne les paramètres qui sont réglés actuellement pour l'oscillateur. Donc, pour l'instant, je n'ai pas lu les registres, donc je vais dézoomer parce que sinon, on va tout savoir le mal de vue. Je vais faire une lecture ici, un read. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on a vu apparaître 32 maintenant. Hop, voilà. Et donc, comme je suis un peu trop bas, il faut que je baisse la valeur du condensateur. Donc, on va mettre une vingtaine, par exemple, 10. Hop, on va faire un break. Voilà, et on va pouvoir refaire le test en RF ici. Donc, si on refait un RF test, que je refais un start transmitter et que je rebascule sur l'autre écran, hop, ici, hop, un PC, pardon. Hop, 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 hop. Donc, voilà, on est remonté à 41 kg, donc on pourrait encore baisser la valeur, mais on a recalé l'oscillateur interne pour qu'on soit conforme à l'aspect Bluetooth. Donc, c'est pas seulement être conforme à l'aspect Bluetooth, c'est qu'en termes de performance, vous améliorez aussi les performances de votre équipement en termes de sensibilité et de calage sur les différents canaux. Donc, voilà. Et donc, on a fait ce travail-là pour la bande basse et on va faire le même en changeant la fréquence centrale. Donc là, je ne vais pas vous le faire, mais il suffit de changer de passer la fréquence d'analyse de l'analyseur de spectre à 2 giga 480. Et du coup, on va programmer la fréquence de l'émetteur à 2 giga 480. Tu veux le faire, Dia? Oui, on peut le faire vite fait, c'est assez rapide, effectivement. Je ne vous montre pas la manip sur le PC. Donc là, je fais un stop. Là, voilà, Dia a changé le setup du récepteur. Donc, on voit qu'il n'y a pas de réception. Et moi, je vais changer le canal sur l'interface utilisateur. Je refais un start. Et voilà, on retrouve. Donc, on est sur la partie haute. Et là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si on ne sort pas de la bande ici, au-dessus de 2 giga 483,5. Et on voit que notre calage est toujours un petit peu bas, d'une quarantaine de kilos, mais on est dans l'aspect Bluetooth, donc on est conforme. On pourrait le recaler un petit peu mieux si on veut, mais ce n'est pas utile. Voilà. Bon, merci Christophe. On a donc là, une petite question en ligne, sauf si tu n'as pas fini. Si, dites-moi. Il y a une question qui est est-ce que pour la directive CEM, on est aussi obligé de passer par un organisme notifié ou pas forcément? Alors, c'est pour la partie CEM, on n'est pas obligé. On peut faire des essais dans des laboratoires d'essais et on peut faire de l'auto-certification sur dossier.
Et on peut faire aussi des essais dans des laboratoires CEM, comme le CRESIT ou d'autres. Et on va vous fournir un rapport. On n'aura pas de numéro de certification, hein, puisqu'on n'est pas organisme notifié. Mais avec notre rapport, on pourrait faire un marquage CE et en cas de contrôle sur dénonciation ou contrôle aléatoire de l'ANFR, vous pourrez produire votre rapport pour dire voilà, moi j'ai vérifié la conformité, voilà comment j'ai fait. Vous produisez le rapport sur la partie CEM, hein, puisque nous on ne fait que la partie CEM. On a des partenaires qui font aussi la partie sécurité basse tension. Donc n'hésitez pas à nous consulter si vous avez des essais de qualification en basse tension aussi. Hein, on travaille avec. Pourquoi que le produit contient un module RF? Si on va passer le test CEM uniquement, il ne faut pas que le produit ait un module RF. Parce que si le produit il a un module RF, ça fait partie de la directive RED qui fait appel à des normes CEM. Et dans ce cas-là, on est obligé de passer par l'organisme notifié si on n'est pas sûr, c'est-à-dire d'appliquer tous les essais où il y a des normes non harmonisées qui font partie du test à faire. Voilà. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, hein, c'est qu'à partir du moment où on a fait tous les essais, parce que là, moi, je vous ai parlé de la partie directive RED sur la partie RF, mais l'analyse des risques, elle doit être faite sur la totalité des exigences de la directive RED. Et vous devez donc vérifier dans quel cadre rentre votre équipement sur les différentes attentes. Ça peut être sur la sécurité basse tension, ça peut être sur la partie CEM, ça peut être sur la partie cybersécurité, ça peut être sur la partie DAS. Il y a plein de choses qui sont recouvertes par la directive RED. Là, je vous ai présenté un petit bout de l'iceberg hein, avec la partie RF. Ben, merci Christophe. Du coup, vous allez passer peut-être à la deuxième oui, moi du démo. coup, pendant que Dia prépare, je vais présenter 2-3 planches pour expliquer un peu ce qu'on va vous présenter. Ça permettra de comprendre un peu ce qu'on va faire. Je vais repasser avec cette… Voilà. Désolée pour le point de vue un peu plongeant, on va dire. Je préfère cette prise de vue, on ne voit pas ma tension. Mais bon, c'était éblouissant, Christophe. Oui, on va être au bon endroit. Alors, je vais repartager l'écran pour la suite de la présentation. Désolée, je ne vois plus le bouton partager. Voilà. Je fasse le partage après avoir cette diaporama, parce que là, tu ne partages pas la diaporama, je pense. Oui, tu as raison. Le diaporama commencé. Là, ça doit être bon. Voilà. Okay. Donc, on était là. Donc, si on reprend le fil conducteur, donc là, on a vu la partie Occupied Channel Bandwidth. Donc, maintenant, si on se focalise sur la partie blocking, receiver blocking, on est toujours dans le même cas de figure sur le type d'équipement, donc on est en inférieur à 10 dBm. La définition du blocking, c'est on va essayer d'évaluer la capacité d'un équipement à fonctionner alors qu'il y a des brouilleurs hors bande. C'est-à-dire qu'on va mettre en dehors de la bande ISM, on va mettre des brouilleurs à 2 Go 3, 2 Go 380, 2 Go 504 et je ne sais plus l'autre, enfin il y en a 4, mais ils sont dans la slide d'après, je crois. Et donc, pour faire ça, on va utiliser le module compagnon. C'est-à-dire que si votre équipement est capable de faire une estimation du packet error rate ou du frame error rate, à ce moment-là, l'organisme notifié utilisera ce moyen de qualification pour vérifier l'intégrité de votre module. Donc, soit on est avec le système que je vous ai montré, Rode et Schwartz ou d'autres, qui sont capables d'estimer ce paquet, puisqu'ils disent ce que doit envoyer le module et ils vérifient ce qu'ils reçoivent, ils voient combien de paquets ont été transmis et reçus. Donc, l'estimation est faite automatiquement par l'appareil. Soit vous mettez ce qu'on va faire là, un module compagnon à partir d'un gros module ou d'une carte d'évaluation, qui lui va transmettre les trames, donc lui il n'est pas sous test, et votre équipement va être en mode récepteur, et vous allez vérifier
le nombre de paquets reçus par rapport au nombre de paquets envoyés. Et du coup, ça va permettre de qualifier votre module en réception. Donc, comme je le disais, pour les équipements qui supportent le packet error rate, on va du coup, si vous êtes en mode conduit, on va se référer au tableau 15, puisque nous, on est en récepteur de catégorie 2. Et on va avoir le niveau à appliquer en sortie du module compagnon, donc à l'entrée du module récepteur. Le niveau appliqué, c'est, j'ai oublié un moins dans la formule qui est à droite, c'est moins 139 dBm, plus 10 log base 10 de l'Occupied Channel Bandwidth en Hertz, donc nous c'est 1 méga, donc 10 puissance 6, plus 10 dB, ce qui nous fait moins 69 dBm. Donc là, DIA est en train de régler l'appareil pour faire la mesure de ce qui sort du module compagnon atténué par un atténuateur qu'on va mettre dans la ligne. Je vais vous montrer le schéma de principe après. Et si la deuxième formule, c'est moins 74 plus 10 dBm, donc les moins 64 dBm, et on prend la plus petite valeur des deux. Donc, dans notre cas de figure, on va être à moins 69 dBm à l'entrée du récepteur. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer une porteuse, comme je le disais, à moins 34 dBm en dehors de la bande, à 2 Go 300, 2 Go 380, 2 Go 504 et 2 Go 584. Donc, pour les canaux, pour les fréquences inférieures à 2 Go 400, on travaillera sur le canal 0. Et pour les fréquences supérieures à 2 Go 483.5, on utilisera le canal 39 qui est en haut de la bande. Par contre, si votre équipement ne supporte pas le packet error rate ou le frame error rate, à ce moment-là, vous devez définir un critère de performance minimum avec un nombre de pertes de communication à respecter. Donc ça, c'est à vous de définir ça auprès de l'organisme notifié ou du labo qui va vous faire les essais. Pour qu'il y ait un moyen de qualifier, ça sera reporté dans le rapport. D'accord? Donc c'est vous qui allez fixer le critère de bon fonctionnement de votre équipement. Là, je n'ai pas changé de slide. Voilà. Donc, si on regarde un peu le montage, donc là, je vous l'ai déjà dit, les fréquences inférieures à 2400, on va utiliser le canal 0 et pour les fréquences au-dessus. Donc là, si on regarde le schéma de montage, je ne sais pas si on voit la souris, on doit la voir, vous devez la voir à l'écran. Donc là, ça va être notre module compagnon. Donc, ça va être notre Cardéval qui va être mis en mode émetteur. On va avoir un atténuateur dans la chaîne pour baisser le niveau jusqu'à moins 69 dB à l'entrée du récepteur ici. On va avoir un splitter combineur ici, donc c'est un équipement RF qui permet de combiner deux signaux et de les avoir en sortie, enfin pas ajoutés, mais combinés. Donc on va avoir à la fois notre signal sorti du module de compagnon et puis le signal de blocking qui va venir avec une porteuse pure à moins 34 dBm. Ici, c'est un organe de mesure. Nous, on fait le test en direct en sortie pour voir la puissance qui sort de notre générateur et puis du module. Et ensuite, on vient se brancher à l'entrée du module en réception. Une fois que tout ça est connecté, on laisse le générateur éteint de signaux pour le brouilleur. On rentre en communication et on vérifie qu'avec le niveau réglé, on a un paquet error rate meilleur que moins 10%. Que 10%, pardon. D'accord? Et ensuite, on applique le brouilleur et on vérifie si on est toujours inférieur à 10%. Et si ce n'est pas le cas, on n'est pas conforme. D'accord? Par contre, si c'est le cas, dans le rapport, ça sera marqué qu'on passe bien la conformité du module. D'accord? Donc, côté interface logicielle, c'est ce que je vous ai montré en zoomant tout à l'heure. Là, c'est peut-être un peu plus agréable à voir à l'écran qu'avec l'effet loop là-bas. Donc, l'émetteur, il y a un module, celui qui va être sous test, qu'on va mettre en mode récepteur. On va régler le canal de réception. Donc, pour les deux brouilleurs qui sont à 2 Go 3 et 2 Go 38, on va mettre le canal 0. On va se mettre en mode récepteur et on va renseigner le nombre de paquets envoyés par l'émetteur, 10 000. Côté émetteur, on choisit le même canal. On va envoyer un nombre d'octets, une vingtaine. On est en pseudo-random pour couvrir la largeur du canal. Et puis, on va envoyer 10 000 paquets.
Et du coup, on fait un start transmit. Donc, avant de faire le start transmit, on va mettre le récepteur en mode récepteur pour être sûr de ne pas rater de paquet avant d'avoir cliqué sur réception. Ensuite, on lance l'émetteur. Une fois qu'il a fini sa transmission, lui, il s'arrête. On sait que les paquets ont été transférés. Il nous affiche le nombre de paquets réellement transférés. Et à ce moment-là, on renseigne ce nombre de paquets ici. Et le récepteur, quand on fait le stop receiver, affiche le nombre de paquets reçus et vous donne le pourcentage d'erreur. Donc là, j'avais fait une petite copie d'écran. Je m'étais amusé à dégrader un peu les performances pour voir un paquet de error rate qui ne serait pas conforme. Donc là, on va vous montrer un petit peu le… Juste une question avant. Est-ce que les set blocking est à réaliser même si on intègre un module SOM et que l'antenne est avec une antenne certifiée? Je pense que c'est un peu ce que tu as dit. Alors, antenne certifiée, c'est compliqué parce que alors, si la question c'est antenne certifiée, c'est-à-dire qui respecte les préconisations du fabricant du modem qui vous dit que votre gain ne doit pas dépasser tant, là, d'accord, normalement, vous n'avez pas les tests à faire. Après, c'est comme je disais au départ, ça dépend comment se fait l'intégration. Donc après, sur analyse, l'organisme peut vérifier que votre antenne greffée sur votre module fait que vous n'aurez pas de dégradation de performance sur la partie blocking. Et donc, lui, il va vous garantir sur dossier que vous n'avez pas besoin de faire la mesure. En général, vu le temps d'analyse d'un dossier et le temps de mesure, en général, ils ne s'endettent pas, ils font les essais et ils vous donnent dans le rapport le test de blocking. Ok, bah merci Christophe. Du coup, on va remettre la caméra et puis passer à la partie test. Donc, le setup. Après, je laisserai un peu la parole à Dia aussi, puisqu'il a bien œuvré dans tout ça. Donc, c'est mon module compagnon. Hein. Je vais avec moi donc, ici, on va avoir un module. Ici, ça va être le récepteur. D'accord non, c'est celui-là, pardon, c'est l'émetteur. On voit, il va sur l'atténuateur. Donc, on voit le module qui va être en émetteur, qui vient sur l'atténuateur. Tu les as réglés déjà? Oui, c'est déjà réglé, c'est sur le plan. Et tu sais lequel tu vas mettre en émetteur? Oui. Attention, je fais les onces. Celui-là, c'est l'émetteur. Oui, mais c'est quel niveau c'est? À gauche. À gauche, c'est l'émetteur. Okay. Donc ici, lui, quand on va le passer en mode émetteur, il va envoyer ses trames. Elles sont atténuées ici d'une 50aine de dB. Elles passent dans le combineur, elles arrivent sur le récepteur et on va faire déjà un premier test. Donc, avant, donc, il faut qu'on règle la puissance émise par l'émetteur en fait à moins 69 dBm comme indiqué dans le tableau. Donc, soit c'est en rayonné, donc on cherche la puissance minimale au-delà de laquelle, en dessous de laquelle, c'est-à-dire on aura un packet rate de plus que 10% et on rajoute donc la valeur de 26 dB à cette puissance-là donc pour la régler. Sinon, en conduit, on peut appliquer directement la formule et on a moins 69 dBm. C'est ce qui est noté donc sur l'écran ici. Donc normalement, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est en vert en haut de l'écran ici, c'est moins 69 la puissance émise. Voilà. Donc une fois réglé, après on branche donc ça, donc le signal émis par l'émetteur, on le branche à travers on obtenu le moins 69 grâce à des atténuateurs. Après on a des atténuateurs plus fins, c'est-à-dire avec un pas de 1 dB, si vraiment on a une précision donc forte. Et avec ça, donc on couple ce signal-là avec un signal perturbateur qui va venir ici sur le combineur. Donc ça permet de faire le multiplexage des signaux. Et à la sortie, donc on aura donc les deux signaux. Donc le deuxième signal, c'est un signal pour test pur, comme a expliqué Christophe, à une puissance de moins 34 dBm, comme indiqué dans la norme. Et c'est un générateur de fréquence qui fournit ce signal-là. Et après, je laisse la parole à Christophe pour. Donc, comme je vous l'ai expliqué en intro, donc, je vais faire les pré-réglages et on regardera juste en zoom après.
Donc là, alors, je suis sûr, celui-là, c'est le récepteur, tu m'as dit. Non, les deux étaient en j'ai pas pris dans le cas, d'accord, ok. Donc celui-là, tu me dis que c'est récepteur. De toute façon, on verra si. Ok. Donc là, on va mettre 20. Donc celui-là, il est prêt sur le canal 402. On va dire qu'on émet 10 000 grammes. Ici, on va dire qu'on émet ce nombre de grammes. Ici, côté récepteur, on va se mettre en mode réception sur le canal 0. On fait 10 000 ici. Oui, mais c'est normal, je zoomerai après, parce que là, si je joue, moi, je vais devenir malade à essayer de renseigner les choses. Après, permission. Vous avez se déconnecter. Là, on va faire ça. Ok, donc ici, on fait stop receiver, on le sait. Voilà. Donc là, on l'a bien mis en mode récepteur. Et ici, je vais démarrer le start transmitter. Je vais faire une fonction plus. Donc là, il est en train de tourner. Et quand il aura fini, il va repasser en gras ici. Donc là, il me dit qu'il a bien envoyé 10 000 grammes. Et si je vais voir mon récepteur, je fais un. Voilà, ici, le stop receiver, je le fais là. Et là, MHFIF, il a reçu 9 936 grammes paquets. Donc, on a un paquet error rate de 0,64%. D'accord? Donc là, l'équipement fonctionne, il est conforme à la norme et on n'a pas encore mis les brouillards. Et maintenant, on va refaire le même test. Je vais dézoomer pour relancer. Et puis, Dia va mettre la porteuse. Et on va revérifier que. Alors, c'est. Du coup, je relance mon récepteur. Dia, il va mettre la porteuse. Hop, et puis, on relance l'émetteur. Et quand on a fini, on arrêtera, on vérifiera. Et on va faire ça pour chaque fréquence. Voilà, donc là, on peut faire le stop de receiver. Et ici, on est à 0,7%. Voilà. Donc là, le récepteur, il fonctionne bien. Il rejette bien les signaux hors bande et ce signal perturbateur ne le perturbe pas énormément. Pas une grosse différence voilà. entre avec ou sans. Et après, il faudrait faire le test à 2 Go 380 avec la même amplitude et puis reproduire l'essai après sur la partie haute de la bande en injectant cette fois au-dessus de la bande le signal du brouillard. Voilà pour ça. On ne va pas vous dérouler toutes les fréquences parce que je pense que ça n'apporte pas beaucoup d'intérêt. On va plutôt se garder du temps pour les questions. Il nous reste à vous montrer. Alors, je vais quand même. J'ai emmené la caméra. Donc ici, on va vous montrer, on a un équipement supplémentaire au Présid qui permet de faire de l'analyse de trame Bluetooth, BLE, Bluetooth et BLE, pardon. En cas de difficulté, si vous rencontrez des problèmes, on a des retours de gens qui, des fois, mettent en œuvre des équipements BLE et qui se retrouvent soit à pas arriver à se connecter. Là, on a un cas de figure avec des gens qui travaillent sur Windows 11. Il y a des problèmes de connexion. Ça marche avec le téléphone, ça marche pas en Windows 11. Il y a d'autres gens qui nous ont dit que sur des OS diverses, des fois, ils perdent la connexion en plein cours d'échange. Et donc, cet analyseur de protocole permet de voir tous les échanges entre les modules en mode connecté ou en mode advertising, et on peut vérifier un peu ce qui se passe et essayer d'aider à l'analyse du problème et remonter, traquer l'analyse du problème, et vous aider à pointer à l'endroit où ça merde et remonter ça soit dans votre application à vous pour expliquer ce qui se passe, soit avec le fabricant ou celui qui a développé le code de la pile pour lui dire dans quel cas de figure j'ai un plantage, avec quelles conditions. Mais ça vous permet de traquer un peu parce que sinon c'est une grosse boîte noire, on ne sait pas trop où on va. Donc effectivement, voilà, je montre à l'écran. Donc c'est un équipement de Teledyne qui s'appelle le Frontline X240. Donc celui-là est capable de faire à la fois le Bluetooth classique et le Bluetooth low energy. Voilà, comme on est parti sur la partie low energy, on va le faire fonctionner en low energy. Hop, et si je passe une message suivante, ça ne marche pas. Désolée, je recommence.
Il faut que tu mettes les antennes parce que là, en Oui. connecté, ça va. L'analyseur va avoir du mal. Donc là, ce qu'on va faire pour la démonstration, je vais combler le blanc, on va, grâce à l'outil GUI, on va mettre nos modules en mode beacon, c'est-à-dire ils font de l'advertising, ils envoient une information. Donc on va mettre une adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fois A pour le premier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 fois B pour le deuxième. Alors pourquoi on fait ça? C'est que ici, il y a du Bluetooth partout, et si on déclenche l'analyseur sans mettre un filtre, sur l'adresse, on a plein de choses et pour aller retrouver les modules dans tout ça. Donc là, on va filtrer sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour retrouver facilement les modules. Donc, voilà. Donc là, j'ai partagé l'écran avec l'interface logicielle de l'analyseur de protocole. donc ce qu'on fait… Là, je vais faire Start Record, c'est ça? Ouais. Hein? Start Record, et puis donc dans la base, tu dois avoir rien qui apparaît. Je vais démarrer les icônes. Hop, tu dis quand c'est bon. Alors, je pense qu'il s'est déconnecté. Ah, bon, c'est l'effet démo. Voilà. En fait, on l'a lancé il y a un petit moment. Bon, je vais relancer. À la rigueur, mets la caméra, comme ça je vais expliquer la partie beacon. Elle y est, la caméra. Ah, okay. Ça voit l'écran comme il faut, là. Je on voit, okay. Bien, on voit l'écran comme il faut. OK. Donc, vous voyez, pour le premier module, je vais mettre l'adresse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 fois A. Et j'ai renseigné un major number à A et un minor number à B. Et pour le deuxième module, je vais mettre la même début d'adresse 9 et au lieu de 3A, je mets 3 fois B. Et pour le minor, je mets un C et puis une B. Et on va les mettre en mode beacon, c'est-à-dire qu'ils font de l'advertising sur les 3 canaux, 37, 38, 39. Et ils envoient l'information avec le contenu qu'on a mis dans la partie data. Et on va recevoir le major, le minor, et puis des informations. Donc là, dès qu'Elisabeth sera prête, après, je n'ai plus qu'à faire un set beacon ici. Et donc, je démarrerai les deux modules, ils seront en mode beacon et on pourra voir les trames apparaître sur l'analyseur. Mais si ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Je pense Il est en train de rebooter. L'analyseur. L'analyseur, je ne vois pas. Donc concrètement, on est capable de voir tous les modules présents. On peut en choisir un et de dire qu'on va le suivre quand il va rentrer en mode connecté. Si les données échangées sont cryptées, on peut rentrer la clé dans l'appareil ou dans le logiciel, Samuel vous expliquerait mieux que moi, pour décoder les informations et vérifier le contenu des informations échangées. Voilà. Donc, nous, ça nous a permis notamment de vérifier des fonctionnements sur des équipements qu'on a développés et de bien garantir qu'on fonctionnait correctement. Et là, il y a des choses qui sont en cours d'analyse aussi sur des dysfonctionnements avec du Windows 11. Des gens qui ont développé des équipements là et qui n'arrivent pas à se connecter en Bluetooth avec les applis en Windows 11. Donc, il y a des petites différences. On s'est aperçu en analysant les trames qu'il y avait des différences dans le comportement d'échange d'informations entre le module et l'autre, en fonction que ce soit un téléphone ou que ce soit le Windows. Voilà. Donc ça a aidé un petit peu et on poursuit l'analyse pour essayer de régler le problème avec notre adhérent qui est sur ce sujet-là. Bon, c'est pas grave, c'est pas très grave, mais sachez que ça existe et vous avez compris que ce n'était pas Elisabeth et moi les spécialistes et que Samuel pourra vous faire tourner tout ça avec brio si vous avez des problèmes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Voilà, donc je laisse la main à Elisabeth. Alors, s'il y a peut-être encore quelques questions, on a peut-être encore un peu de temps, je ne sais pas, où j'ai bien déjà dérapé. Non, je ne vois pas de questions. Non, non, le timing n'est pas trop mal. Hein. Ah, pour une fois. Donc, après, je vais couper temporairement la vidéo pour revenir à notre place
là où on était tout à l'heure, ce qui sera plus confortable pour… De toute façon, tu ne seras pas sur ce caméra. non, pas forcément. Désolée pour le petit bruit. Voilà, donc effectivement, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la partie cybersécurité. Donc, je vais remettre la caméra. Je vais y remettre la caméra. Voilà. Hop. Se remet un petit peu plus correctement. C'est bon, merci. Donc, la partie cybersécurité. Je vais partager la présentation sur ce sujet-là. Comme on le disait, dans la directive RED, finalement, il y a vraiment plusieurs sujets qui sont couverts, dont la cybersécurité qui en fait partie et qui est un des enjeux, on va dire, qui monte, heureusement ou malheureusement, pour pas mal de choses. Donc, je vais recommencer le partage. Voilà, j'espère que vous voyez correctement. Donc, c'est la suite de l'atelier sur le côté cybersécurité. Donc, en fait, sur le côté sécurisation, il y a eu un décret, un acte délégué qui a été publié il y a déjà un petit moment, ça date de fin 2021. Et on en avait parlé très rapidement dans notre atelier d'inauguration de notre plateforme et notamment de notre chambre de mesure RF fin 2021. Donc, cet acte délégué, il sera en vigueur officiellement le 1er août 2024. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un petit peu de temps pour s'y préparer. Malgré tout, l'idée, c'est vraiment de renforcer le côté protection à la fois de la vie privée, des données à caractère personnel, et puis de prévenir aussi tout ce qui est risque par rapport aux échanges monétaires, parce qu'il y a de plus en plus d'échanges, on va dire, via du NFC, via des choses comme ça. Et voilà, l'idée, c'est que la directive RED intègre quelques-unes des règles, enfin des exigences par rapport à ce risque-là également. Donc là, je vous ai mis le texte légal en dessous de l'acte délégué, si ça peut être intéressant, mais voilà, je l'ai un petit peu épluché. Et donc, en fait, il précise l'article 3 des exigences essentielles de la directive RED, notamment pour expliquer un petit peu qu'est-ce qui est sous-entendu dans les équipements qui ne doivent pas porter atteinte au réseau ni à son fonctionnement. Donc, en fait, la clarification, c'est que c'est vrai pour les équipements qui sont connectés directement ou indirectement à Internet. Typiquement, un module BLE, il n'a pas accès directement à Internet, mais s'il est connecté à, par exemple, un smartphone qui, lui, a accès à Internet, il rentre complètement dans ces exigences-là. Un deuxième point qui a été précisé, c'est le côté protection des données à caractère personnel, où là, en fait, ça englobe à nouveau des équipements qui peuvent être connectés directement ou indirectement à Internet, mais aussi des équipements destinés à la garde des enfants, tout ce qui est babyphone et ce genre de choses, tous les jouets et tous les wearables. Alors, pourquoi ça? Parce qu'en fait, il y a eu des cas, des cas de hacking de jouets et de choses comme ça. J'ai une petite slide qui vous donne quelques exemples, parce qu'on ne pense pas forcément à toutes les retombées que ça peut avoir et par où peuvent passer les hackers pour avoir accès à tout un tas d'informations, de systèmes. Et bon, on en entend suffisamment parler, on va dire, malheureusement. Le dernier point qui a été clarifié, c'est tout ce qui est protection contre la fraude, notamment, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour tout ce qui est transfert d'argent, valeur monétaire ou aussi monnaie virtuelle. Donc, tout ce qui est Bitcoin, etc., transfert de Bitcoin, c'est aussi inclus dans cette directive-là et dans cet article. Donc, comme l'a expliqué Christophe tout à l'heure, pour la cybersécurité, c'est exactement la même chose que pour la partie radiofréquence, que pour la partie CEM, que pour la partie sécurité basse tension. Il y a
plusieurs solutions qui sont disponibles. Donc, soit c'est conforme aux normes harmonisées et puis on peut faire une auto-évaluation, soit s'il n'y a pas de normes harmonisées, à ce moment-là, c'est une tierce partie qui doit vérifier le bon respect des exigences. Pour l'instant, pour la cybersécurité, a priori, voilà, peut-être que certains d'entre vous sont mieux informés que nous, mais il n'y a pas de normes harmonisées concernant la cybersécurité. Du coup, les exigences, pour l'instant, c'est un peu compliqué de les évaluer et surtout, on ne peut pas faire d'auto-évaluation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre déjà des mesures pour les intégrer dans les produits électroniques. Notamment, il y a une transposition de la norme NIS2, donc Network and Information System Security, qui doit être transposée dans le droit français d'ici 2024. Donc ça, c'est un article que j'ai lu ce matin dans l'usine digitale. Donc voilà, ça bouge pas mal sur ce côté-là. Exactement. Et puis, voilà, quelques exemples d'objets qui se sont fait hacker ou dont les hackers se sont servis pour hacker des systèmes entiers. Donc le premier exemple, même s'il date un peu, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément qu'un thermomètre dans un aquarium est une source potentielle de hacking. Et en fait, ça l'a été puisque ce thermomètre, je ne sais pas pour quelle raison quelqu'un a décidé dans le casino en question que c'était intéressant de le suivre à distance, la température pour surveiller, j'imagine, l'état de l'eau. Et du coup, les hackers s'en sont servis pour avoir la liste de tous les clients du casino. Il y a eu des caméras réseau qui ont été hackées aussi, des jouets connectés, notamment des poupées, où du coup, les hackers avaient accès à des micros et des haut-parleurs, donc ils pouvaient faire un peu tout et n'importe quoi. Il y a eu des voitures connectées aussi qui ont eu des hacks. Bon, ça date un peu. Il y a eu une trottinette. Et puis là, un peu plus dernièrement, il y a eu une machine à laver connectée de miel qui a été piratée. Et malheureusement, cette machine à laver, enfin, c'est un modèle de toute façon qui était destiné aux établissements de santé. Parce que c'était une machine à laver, si on veut, c'était surtout pour désinfecter du matériel. Et donc, les pirates s'en sont servis pour attaquer un hôpital. Et puis, entre 2021 et 2022, il y a eu un rapport de l'ANSSI qui a été publié récemment et qui montre que justement, notamment tout ce qui est routeur, sont une cible privilégiée des hackers. Et il y a pas mal de marques que vous pouvez voir qui sont concernées par le sujet. Donc voilà, tout ça pour dire, mais je pense que vous étiez déjà au courant que c'est une thématique qui est importante de traiter. Donc, un exemple de norme qui peut donner déjà un certain nombre d'idées à mettre en place dans les produits, aussi bien sur le processus de fabrication que sur le produit même. Donc, c'est la norme 303-645 qui, à ma connaissance, n'est pas une norme harmonisée, mais qui donne quand même pas mal de règles de bonnes pratiques à mettre en œuvre quand on conçoit un appareil et qu'on souhaite qu'il ne soit pas trop source de hacking possible. Parce que je ne sais plus si tu l'as dit, Christophe, mais les fabricants sont responsables, c'est ça? Les fabricants sont responsables. Donc, en fait, si on va dire une faille de sécurité, il est prouvé que ça vient d'un objet connecté, par exemple, d'un produit électronique, quel qu'il soit, c'est la responsabilité du fabricant. Et donc, les conséquences de réputation, aussi on va dire, financières peuvent être très, très graves. Bref, tout ça pour dire qu'il y a quand même un certain nombre de dispositions qui peuvent être mises en place pour éviter au maximum d'avoir d'être la source, enfin que le produit soit la source de piratage. Donc, notamment, c'est de ne pas mettre de mot de passe par défaut, d'avoir aussi tout un système qui permet de gérer les vulnérabilités. Donc ça, on le voit bien, il y a régulièrement des patchs Windows qui sont mis à jour. Bon, l'idée, c'est évidemment, c'est un peu compliqué de faire ça sur des petits objets connectés, mais l'idée, malgré tout, c'est d'avoir un système qui répertorie les vulnérabilités qui ont été trouvées et qui, autant que faire se peut, les corrige. Il y a aussi toute la partie vérification de l'intégrité du logiciel
qui doit faire partie à la fois du produit et du processus de fabrication. Parce que l'idée, c'est aussi que, voilà, en production, le logiciel qui soit programmé soit bien le bon et pas celui que quelqu'un aurait introduit par malveillance dans le système de production. Ensuite, bon, je ne vais pas toutes les énumérer, mais voilà, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent pour quand on veut faire de la conception de produits. Notamment tout ce qui est gérer des clés de sécurité de façon sécurisée, avoir un logiciel qui soit updaté de façon sécurisée également. Donc, comment faire quand on conçoit un petit produit électronique? Il y a un certain nombre de choses qui peuvent être mises en place. Hein. Donc, notamment côté hardware, il y a des fonctions qui sont intégrées dans un certain nombre de processeurs ou microprocesseurs, microcontrôleurs, notamment soit un secure element qui est intégré, soit qui peut être extérieur, une communication JTAG de programmation qui peut être sécurisée. Un certain nombre aussi de micros ont des ressources de chiffrement, ont une trust zone qui peuvent être mises en œuvre et qui peuvent du coup participer à la sécurisation du produit. Et évidemment, c'est bien que ce soit disponible en hardware, mais il faut aussi que le logiciel, le firmware, les utilise en mettant en place un bootloader sécurisé, par exemple, un partitionnement des mémoires pour que tous les process n'aient pas forcément accès à toutes les données. On peut même aller jusqu'à de la blockchain ou des choses complexes comme la Trusted Execution Environment, Memory Protection Unit, un firewall, etc. Donc, parmi les microcontrôleurs qui intègrent de la sécurisation, on en a identifié un certain nombre, on va dire. PSA2, c'est une certification qui a été mise en place par ARM et qui intègre un certain nombre de tests sur le hardware pour définir quels sont les micros qui respectent ces exigences-là. Donc, je ne vous ferai pas la liste, mais en fait, lors d'un projet, on a identifié et évalué quelques-uns de ces microcontrôleurs au Crésit pour voir un petit peu l'impact que ça a à la fois sur la taille de la mémoire, enfin la taille du programme et donc la taille mémoire qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir intégrer ces fonctions de sécurité. Est-ce que au démarrage, ça impacte le temps de démarrage? Est-ce que ça impacte le temps d'exécution, grosso modo? Est-ce que les fonctions temps réel sont impactées par ces processus-là? Et puis, globalement, est-ce que la consommation énergétique du produit est impactée par la mise en place de cette sécurisation? On avait aussi regardé l'impact mise à jour logiciel à distance, le FOTA, là. Parce que du coup, il faut pouvoir télécharger le nouveau firmware dans une mémoire tampon, vérifier son intégrité, et une fois qu'on a validé l'intégrité, copier l'image dans la zone sécurisée et rebooter sur celle-là. Donc, ça a un impact au niveau de la mémoire embarquée sur l'équipement. Donc, ça a un impact consommation et coût sur l'ensemble. Voilà, donc effectivement, on a testé plusieurs modes et plusieurs fonctionnements différents en fonction de ce qu'on met en place. Bon, là, je n'ai pas repris les chiffres dans le détail hein, parce que sinon, il y en aurait pour une présentation de beaucoup plus longtemps. Mais voilà, l'idée, c'est qu'effectivement, ça peut avoir un impact. Et puis, l'autre impact qui n'est pas négligeable non plus, c'est que les puces, en général, sont quand même plus chères que les solutions sans sécurisation. Malgré tout, on pense que comme ça va devenir de plus en plus une exigence et que donc les fabricants vont de plus en plus intégrer des microprocesseurs avec de la sécurité, il devrait y avoir une baisse sur le prix de ces composants qui intègrent de la sécurisation. Malgré tout, ça demande une certaine gymnastique et ce n'est pas forcément très simple à mettre en œuvre. Hein, voilà. Et de la même façon que sur la directive RED, tous les fabricants ont un peu des spécificités. Mais en fait, pour cette partie-là, c'est un peu la même chose. Chacun a développé des outils. Les ressources à mettre en œuvre ne sont pas forcément configurables de façon simple. Donc voilà, c'est toute cette partie-là qu'on a pu étudier sur quelques-uns des microcontrôleurs. Hein. Mais voilà, c'est un retour d'expérience qu'on peut partager avec
avec les industriels si vous avez des choses, des questionnements par rapport à ça. À l'époque de l'évaluation, ce qu'on avait constaté, c'est que les gens habitués à ça, qui travaillaient déjà dans la sécurité auparavant, comme NXP et ST, avaient une certaine avance quand même en termes de savoir-faire et d'outils mis à disposition. Les autres, ils cravachent pour essayer de rattraper le retard et puis de mettre ces outils-là à disposition. Mais on avait noté quand même des dispersions entre surtout les outils et les piles logicielles qui viennent et qui sont mis à disposition par rapport à la difficulté de mise en œuvre. Et puis, on n'a pas testé les performances en surface d'attaque, en efficacité. Nous, c'est pas notre métier. On a vraiment juste regardé l'encombrement mémoire, les vitesses de démarrage. La vitesse de démarrage, j'avais demandé à ce qu'on l'évalue. Et après, je me tais, Elisabeth. Juste parce que un des moyens d'attaque, c'est de, par exemple, attaquer sur un port série qui est resté ouvert et on balance plein de données pour venir exploser le buffer. Et à ce moment-là, on est capable de rentrer un logiciel pirate et qui va faire qu'on va reprendre la main sur l'équipement et les systèmes à trust zone vérifient ce dépassement de capacité et du coup font un reboot et un reset. Mais du coup, si on passe notre temps à attaquer, on fait faire que des resets à l'équipement et s'il ne s'aperçoit pas qu'il est attaqué, il ne travaille plus. Donc concrètement, on a bloqué l'équipement. Donc c'est un moyen d'attaque pour bloquer votre équipement, même si on ne prend pas la main, qu'on ne fait pas autre chose, on l'empêche de travailler. Et ça peut être un point pénalisant sur des organes de sécurité notamment. Voilà, donc le risque zéro n'existe pas. Effectivement, il y a un certain nombre d'outils qui sont à disposition et qui sont à prendre en main. Et voilà, il faut choisir aussi le bon outil qui convient au risque identifié et au type de produit qu'on peut être amené à concevoir. Donc, pour continuer sur cet aspect cybersécurité, il se trouve que l'INSA Centre-Val de Loire a été lauréate d'un projet PIA 4, où justement l'objectif, c'est d'améliorer la compréhension de tout ce qui est cybersécurité. Alors, c'est très large, hein, ça part du composant électronique et ça va jusqu'à l'information grand public, de la sensibilisation, etc. L'autre point qui est quand même important, parce que, comme on disait, hein, c'est quand même des compétences particulières et ce n'est pas forcément évident de trouver les bonnes personnes qui sont déjà formées sur ces sujets-là. Donc, c'est de travailler à l'attractivité des métiers et puis développer une filière un peu plus cybersécurité dans la région centre. Et puis, bon, on n'est pas chauvin, on peut aussi former des personnes qui pourraient travailler dans les autres régions de France. Et l'idée, c'est aussi de mettre en liaison un peu plus les laboratoires de recherche avec les industriels à travers la formation et différents événements. Et notamment, nous, au Présit, on va faire partie de ce consortium-là pour faire une plateforme de test de résistance sur les objets connectés en radiofréquence. Puisque justement, grâce à la chambre que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, on a quand même les moyens de test qui sont pertinents pour faire ce genre de choses. Il y a aussi une des actions qui est de faire des challenges sur des plateformes dédiées, de les mettre en œuvre et ensuite de faire des sortes d'ateliers vraiment pratiques avec des industriels de tout domaine qui auraient des besoins dans cette partie-là. Il y a aussi la rédaction d'un guide d'évaluation de la sécurité des IoT et puis il y a des séminaires et des événements divers sur ces événements-là. Donc ça, c'est un programme qui aura lieu sur 3 ans et normalement, on devrait avoir la réunion de lancement courant février. Donc voilà, c'est à suivre sur notre page LinkedIn ou sur notre site internet. Ou voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi nous envoyer des mails ou voilà, nous téléphoner, il n'y a pas de souci. Dans les autres points divers, justement, on fait aussi des formations au Crésit. Alors, pour l'instant, pas encore sur la cybersécurité, mais justement, Christophe, que vous avez pu voir manipuler un petit peu les différents systèmes, fait une formation les 15 et 16 mars en présentiel et avec des TP. Voilà, c'est un peu différent de ce qu'on peut trouver aussi ailleurs où il n'y a pas forcément de présentiel et du coup les TP ne peuvent pas être faits, mais sur l'intégration d'antennes, justement, de savoir comment est-ce qu'on intègre une antenne, comment est-ce qu'on la rend performante par rapport au système et par rapport aux exigences du produit. De la même façon, on fait aussi une formation sur la CEM pour comprendre les phénomènes et voir un peu les différents tests. Donc ça, c'est Dia qui la fera le 20 juin, pareil, en présentiel et avec des démos ici au labo à Orléans.
Et une dernière formation qui est prévue sur ce premier semestre, formation VHDL, qui sera faite par Christophe en partenariat avec Polytech Orléans. Et de la même façon, c'est en présentiel avec des travaux pratiques sur des cibles Xilinx, j'ai oublié le nom de la plateforme. Zibo Z720, donc c'est des systèmes on-chip avec FPGA plus 2 processeurs ARM. Voilà, donc pour ceux que ça Cette intéresse. première formation-là est vraiment pour l'approche VHDL premier niveau, donc la carte est un peu musclée pour ce qu'on va en faire. Par contre, le but du jeu, c'est d'ouvrir la porte à une formation traitement du signal animée après avec Rodolphe Weber de Polytech Orléans. Et donc, c'est l'implantation de filtres numériques sur cible FPGA pour des applications de traitement du signal. Voilà, ensuite, dans les différents programmes d'animation qu'on a prévus au Crésit, on aura 2 séminaires, un sur les capteurs et les économies d'énergie, parce que là aussi, la cybersécurité, c'est une préoccupation, mais le côté économie ou optimisation, en tout cas de l'énergie, c'est intéressant, et nous, on voit ça sur le côté, qu'est-ce que l'électronique, qu'est-ce que les IoT peuvent apporter dans cette optique-là. Un autre séminaire est prévu sur l'IA et notamment quels sont les composants électroniques qui sortent et qui peuvent être intéressants d'intégrer si on veut faire un peu de traitement embarqué. Voilà, c'est vraiment le côté petit système électronique. Ensuite, il y a 2 autres ateliers qui sont prévus. Alors, un sur les robots et les drones avec notre voisin de l'Industrie Lab, et puis un autre en fin d'année qui sera sur le côté interopérabilité. Et là aussi, c'est une des exigences de la directive RED. Donc, voilà, ça fait partie des exigences diverses où il y a la cybersécurité et il y a aussi l'interopérabilité qui rentre dans cette partie-là. Et puis, les formations, j'en ai déjà parlé, et on va faire un dossier de veille technologique sur tout ce qui est risque 5 et puis donc les composants sur l'IA. Voilà. En dernier lieu, je voulais vous dire quand même qu'il y a un programme qui est dans la région qui s'appelle Perform Industrie et qui est là pour accompagner les entreprises dans leur transformation vers le numérique. Notamment, on a vu qu'intégrer de la cybersécurité sur un produit électronique, ça veut dire un certain nombre d'actions à prendre en compte au niveau de la production. Donc, pourquoi pas être accompagné dans ce cadre-là pour mettre en place une partie de ces actions-là. Donc, le programme Perform Industrie, alors c'est en région Centre-Val de Loire, malgré tout, c'est un programme national qui s'appelle 10 000 accompagnements pour l'industrie du futur. Donc voilà, si vous n'êtes pas de la région, renseignez-vous auprès de vos contacts dans vos régions et normalement, il y a l'équivalent ailleurs. En tout cas, en région centre, c'est des modules de 5 jours. Les 5 premiers jours sont gratuits et 2 séquences suivantes de 5 jours sont financées à 70%, à la fois pour les PME et aussi pour les ETI. Donc, vous pouvez nous contacter pour en savoir plus pour ceux qui sont dans la région. À la fin de cet atelier qui est pratiquement terminé, on vous demandera de remplir un petit questionnaire de satisfaction. L'idée, c'est comme je le disais tout à l'heure, nos financeurs aiment bien savoir si ce qu'on fait est efficace et nous, de toute façon, ça nous permet de progresser et éventuellement voilà, de programmer d'autres ateliers sur des thématiques qui peuvent vous intéresser. Et en conclusion, voilà, on est une association, donc si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez tout à fait adhérer au Crésit. Il n'y a aucun problème, donc je vous ai mis le lien également. Donc voilà, je pense qu'on arrive à la fin de l'atelier. On a 10 minutes si vous avez des questions, des remarques, partagez quelques points ou quelques sujets d'intérêt pour vous. Je vais arrêter le partage d'écran comme ça, vous nous verrez en plus grand. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des remarques, comme je disais. Sinon, si ce n'est pas le cas, on va clôturer cet atelier. En tout cas, merci à tous. Si vous n'avez pas plus de questions. Bonne fin d'après-midi, bonne fin de journée. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter Christophe si vous avez des questions sur le côté RF, CEM, c'est plutôt Dia qui y répondra. Et puis, voilà, sur le côté Bluetooth BLE, on peut aussi vous être utile. Et sur le côté aussi cybersécurité et choix des processeurs et des outils, des différents outils qui sont mis à disposition par les fondeurs. Voilà, écoutez, merci à tous. Si vous n'avez pas de questions, bonne fin d'après-midi et puis à très bientôt lors de nos prochains événements ou pourquoi pas au Crésit lors de formations ou autre participation.
Merci à tous et puis bonne soirée. Au revoir. Au revoir.